Bienvenue, c'est le retour. Flag Football Talks saison 2. On commence très fort avec Vincent Lemoine, en invité aujourd'hui, joueur de l'équipe de France de Flag Football. Il est de l'équipe de 12 qui sera au championnat d'Europe à Paris à la fin du mois. Il nous raconte tout ça. Il a été aussi un certain ex-joueur de l'équipe ELF des Paris Mousquetaires. Il a d'autres multiples casquettes, représentant des sportifs de haut niveau au sein de la Fédé, coach assistant des équipes de jeunes de l'équipe de France. Il nous parle de tout ça. C'est une discussion passionnante et je vous la mets tout de suite. Salut Vincent, Salut Romain. enchanté de t'avoir ce soir avec nous. Ouais, bah écoute, super content. J'ai écouté tous tes podcasts, donc j'en suis vraiment honoré d'être là ce soir. Donc j'espère répondre à toutes les questions. Tu fais partie des meilleurs auditeurs. J'essaye, je like, je partage, je suis Avec abonné. tout, écoutez-le, en fait, pas faites comme lui là. Met les bonnes notes, tout ça. Bah écoute, en tout cas, moi je suis ravi de t'avoir, on se connaît bien, on a joué ensemble. Et ce qui est sympa, c'est que je connais une partie de ta vie, mais je connais pas tout. Et donc on va un peu développer ça aujourd'hui. Et puis voilà, on va essayer de partir à la rencontre de l'homme, mais aussi de l'athlète, Monsieur Lemoine. Écoute, pour commencer, il y en a qui te connaissent un peu moins. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Yes, avec plaisir. Vincent Lemoine, je suis joueur de flag football et de football américain. Je suis représentant des joueurs de haut niveau au sein de la Fédération française de football américain. À côté, je suis ingénieur chez Alstom. Et Donc, également coach de l'équipe nationale des jeunes. assistant coach effectivement sur les équipes jeunes en équipe de France, principalement les U17. Donc voilà, je donne un petit coup de main sur les stages quand j'ai un peu de temps libre. Ouais, c'est pas facile. C'est un peu chargé, mais on arrive toujours à trouver du temps pour les choses importantes comme ça. On va en parler, on va en parler. C'est vrai que c'est assez rare quand même d'avoir un ingénieur en équipe de France. En général, ils sont plutôt coach sportifs. Souvent, faut avoir plus de temps. Et donc, Vincent, comment tu as découvert toi ce sport? Tu faisais quoi quand tu étais petit en tant que sport? Alors, je faisais pas du tout du foot US. J'étais vraiment plutôt sur tous les sports qu'on a généralement en France. Donc, j'ai fait du tennis. J'ai fait beaucoup de tennis. J'ai fait du ping-pong et j'ai fait du foot classique, du soccer. Et c'était principalement les trois sports que je pratiquais le plus régulièrement. Et c'est vraiment par hasard en fait. Mon père était militaire et il a été muté aux États-Unis en Floride. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert le football américain. On est parti vivre 2 ans en Floride. Mon frère est arrivé à rentrer dans un lycée américain. Ma mère lui a dit: «Tu fais n'importe quel sport sauf le football américain» et au bout de 6 mois, il est revenu en disant: «Je vais faire du football américain» et c'est comme ça qu'on est tombé dedans. On a commencé à aller voir ces matchs, les vendredis soirs. On est tombé amoureux de ce sport, toute la famille et en rentrant en France, donc 2 ans après mon bac, je me suis dit: «Mais en fait, faut que je fasse ce sport pour jouer avec mon frère, mais parce que aussi j'adorais ce sport». Tu as grandi où du coup avant les États-Unis? On a pas mal bougé. Je suis originaire d'Orléans, mais j'y ai vécu que quand j'étais petit et après tous les 2-3 ans, on a pas mal déménagé. Là où j'ai le plus d'emprise, c'est quand même Paris. J'y suis arrivé après, pour mon école d'ingénieur, j'y suis resté 5 ans et depuis, j'ai pas bougé. Et attends, tu as dit que tu faisais t'as fait du ping-pong? Ouais, ouais, à un petit niveau, j'ai fait, alors c'était quand j'étais en Guadeloupe, j'ai fait en UNSS. Et j'avais gagné un championnat pour aller jouer après, enfin j'étais en Martinique pardon et après je suis parti jouer en Guadeloupe, le championnat, bon j'ai perdu mais c'était bien cool. Et il y a une petite concurrence saine en équipe de France avec Anthony Riquin et Tanguy Lominet au ping-pong. Et ouais, ouais, bah ça s'est pas très bien passé pour moi les dernières fois mais Putain, le champion de Guadeloupe là, il va en ouais, mettre en là, ça c'est plus rien à faire. ouais là j'ai perdu, j'ai mon jeu, j'ai pas assez pratiqué, je suis Ça meilleur va. avec mes jambes. C'est pour ça qu'on est là et donc du coup, tu arrives en France, tu reviens en France, après ton bac, tu arrives à Paris et tu commences au Dragon de Paris où tu joues quarterback. Exactement, c'est ça, à 18 ans à peu près donc j'intègre directement l'équipe senior. À l'époque, les Dragons de Paris venaient de se créer, donc on était en régional et j'ai commencé, comme mon frère en fait jouait receveur, je m'étais dit soit je jouerais QB pour jouer avec lui, soit je serais DB pour jouer contre lui.
Et à cette époque, j'ai plutôt été pris en QB, donc j'ai démarré ma carrière en tant que QB remplaçant, mais voilà, au Dragon de Paris en 2011. Et alors, après 3 ans de foot, tu fais un petit passage au Québec? Yes, exactement, avec les études, universitaires, j'avais la possibilité de faire des échanges. Mon frère était parti en 1 année après avoir joué, au Dragon. Il a passé son bac en France et il s'est dit: «Je veux retourner aux États-Unis ou au Canada», et il est parti jouer, justement à l'université Laval, au football américain, et mon école proposait justement un échange avec cette université. Donc je me suis dit: «Let's go, ma dernière année, je vais la faire là-bas. On va prendre, un appartement ensemble, on va jouer», et donc on a rejoint ce qu'ils appelaient la LFQ, donc la Ligue, de football du Québec, qui est, une ligue, bon, ce qu'ils appellent une ligue de garage, une ligue, loisir en fait, qui joue à la fois en intérieur, en hiver, parce que les terrains sont pas praticables l'hiver. Donc c'était du 7 contre 7 équipé, et du 12 contre 12, l'été. Et donc voilà, donc on a joué, ensemble pendant quelques mois. On a gagné le championnat là-bas, donc vraiment une super expérience, un 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 bon échange universitaire. Donc tu jouais avec les élans, c'est ça? Exactement, ouais, l'équipe s'appelait les Élans. Est-ce que tu sais que j'ai joué contre les élans sur la session, d'été de 2015? C'est vrai? Ouais, j'ai joué comment ça s'appelait? À Chicoutimi, OK. heu, aux Montagniers du Saguenay, et les élans sont venus à Chicoutimi pour un match, du coup, de la saison régulière. Donc je suis déçu, c'est-à-dire que je t'ai raté pour quelques mois, quoi. Ouais, incroyable. Bah, peut-être on aurait presque pu, hein, mais c'est vrai, le monde est petit, hein. Le Ça monde avait est été fou. petit. Et après tu vas voir qu'il y en a d'autres aussi des comme ça. Et donc là, donc tu fais ta saison, de foot américain au Québec, hivernale, donc 57. Mais dans tout ça, à quel moment tu découvres un peu le flag football? C'est en fait, c'est à travers aussi les Dragons de Paris, donc ils m'ont proposé un jour de venir faire un tournoi, de championnat mixte. Et c'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas trop le flag. Je savais pas qu'il y avait, du flag en France. J'étais vraiment, orienté, football américain, NCAA, NFL, voilà, c'était mon monde, c'était ça. Et quand ils m'ont proposé, je me suis dit: «Ah ben ouais, super, ça va me faire des entraînements en plus, ça va me faire des matchs en plus», et donc voilà, c'est à la découverte d'une journée de championnat. Ça s'est super bien passé, j'ai joué receveur, j'ai pu, courir, catcher des ballons, marquer des TD, et ça a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop bien, c'est un sport, assez complémentaire». Enfin, les 2 sports sont complémentaires pour moi. À la fois, j'ai ce côté, contact, foot US, qui me plaît, et en même temps, là, c'est un aspect complètement différent, très dynamique, très agréable à jouer. On se prend beaucoup moins la tête avec les règles parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, tu te mets en place, tu joues, tu joues, tu joues, et voilà, ça a été vraiment la révélation, et c'est pareil, dans les années, juste avant de partir au Canada, j'avais commencé, et après en revenant, c'est là où je me suis mis davantage, donc aux alentours de 2015. Donc 2015, tu rentres, du Québec. Donc là, tu commences pour la première fois à faire un peu le doublé, flag et foot américain en même temps. Exactement, ouais, et c'est aussi le moment où je passe receveur. Je suis revenu, en fait, pour la finale, de régional, juste à temps. Heu, je joue avec les Dragons justement pendant l'été 2015. Comme j'arrive en fin de saison, ils me font jouer receveur, donc je catch 2-3 ballons pendant la finale, et c'est là où je me dis: «Mais en fait, QB, ça me convient pas, c'est bien, j'aime bien lancer, j'aime bien le côté psychologique de ce poste, mais en fait, ce que j'aime, c'est me dépenser, c'est courir, c'est catcher des balles», et donc c'est le double switch à la fois. Je passe receveur et en même temps, je me mets à faire du flag et du football américain. Là, c'est peut-être la deuxième chose que je vais t'apprendre, mais on a joué contre, en D2, quand je jouais en 2019, quand on finit champion avec les Vikings de Lille, Oui, et j'étais cornerback en face de toi. et c'est incroyable. C'est trop drôle. Mais je pense que j'ai encore des vidéos et des photos en plus de ce match-là, donc je pense que Big up à Adrien Roux que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé 3 pics, sur 2 matchs. Donc ouais, ouais. j'aime beaucoup, ce gars. C'est depuis ce moment-là que tu l'aimes bien, ou tu l'aimais déjà avant? Non, c'est depuis ce moment-là que j'aime bien. Je le connaissais pas, j'ai dit: «Putain, il est gentil lui, hein». Ouais. Ça, à l'entraînement, il fait un peu peur, tu vois? Des spirales de fou et tout, tu fais: «Wouah!» Ouais, Mais c'est vrai. après, bon, c'était sympa, gentil. Voilà, Ouais. c'était un petit aparté. Et après, les autres fois, on a joué ensemble,
tu le sais parce que j'ai rejoint ton club, mais c'est un peu plus tard. Et Du coup, 19, 2018, donc en fait, ça fait déjà quelques années que tu joues au flag, mais c à quel moment tu deviens un peu sérieux et que tu fais la coupe de France, tu fais vraiment les championnats, qu'il y a de la fédération? beh, c'est vrai qu'à l'époque, au Dragon, on faisait vraiment que le championnat, donc on était vraiment focalisé sur le championnat, et à l'époque, j'étais même pas au courant, en fait, qu'il y avait une coupe de France. On J'avais un copain, en fait, qui était en échange universitaire avec lui, qui était américain, et c'est en discutant avec d'autres gens, il me dit: «Mais il y a la coupe de France, il faudrait qu'on s'inscrive». Et je me suis dit: «Mais je connais pas, c'est quoi?» Et c'est là qu'il m'explique, c'est marrant parce que c'est l'américain qui m'explique comment ça marche chez nous et qui nous dit: «Voilà, il y a une coupe de France». Et donc on s'est dit: «Bah, tiens, on va créer une équipe, et on va renforcer notre équipe flag». Donc on est parti chercher quelques joueurs, qui jouaient en équipé, dont Adrien, Sylvain, des joueurs qui aujourd'hui, jouent aussi en élite et qui étaient au Dragon de Paris. Et on s'est dit: «Bah, tiens, on va se monter une équipe et on va commencer la coupe de France». Et donc la première année où on le fait, je crois que c'est 2018, on fait notre première participation, et on redécouvre ce sport parce que les 2 compétitions sont un peu différentes, donc entre le championnat et la coupe de France. Et donc c'était vraiment intéressant de voir cette compétition qui avait, le niveau, et d'aller se challenger. Donc vraiment une super expérience, jusqu'en 2019. On a fait 2 coupes de France. On finit en finale de conférence sud, avec les Corsaires, les Sphinx, et on se retrouve à Évry là pour la finale. Je crois que c'était le plus loin qu'on a fait, finale de conférence sud. On était déjà bien contents, Attends, au bout de 2 ans de flag. comment ça, les Dragons de Paris, ils sont en conférence sud? Alors, oui, à l'époque, c'était un peu bizarre. Je sais pas pourquoi on était, avec les Corsaires d'Evry, et les Corsaires étaient, avec les Dragons, on était partis sud. Je pense qu'il y avait pas suffisamment de clubs, ou je sais pas comment ils ont splitté, mais en gros, ça a coupé Paris et on s'est retrouvés cette année-là, conférence sud. Donc on a eu, les Sphinx qui sont montés, je crois, et quelques autres équipes. On s'est toutes retrouvées donc, à Évry, au Corsair, donc c'était assez loquace effectivement comme, comme, découpage. Et en 2019, du coup, c'est après il y a eu le covid, c'est ça? C'est ça qui a un peu arrêté ton parcours? Ouais, exactement. En fait, on covid en 2020, et c'est là où, je me suis dit: «Mais en fait, je pense que je vais arrêter». On était bien parti football américain, flag, et cetera, et ça met vraiment un coup de stop. Et je me suis dit: «Mais en fait, je sais pas si j'ai envie de continuer». Je pense que ça faisait quand même quelques années déjà que je jouais, 9 ans. Donc je me suis dit: «Bon, on verra ce que je vais faire». Et en fait, en rentrant à Paris, j'avais fait quand même quelques sélections, équipe de France avant le covid. J'avais eu la chance d'être détecté justement, lors de la coupe de France, en 2019 en jouant contre les Sphinx. À l'époque, j'étais receveur, mais on m'avait repéré en défense. Et donc ça m'a invité à faire quelques camps, commencer à connaître un peu du monde. Et puis, j'ai retrouvé Wadji Saïd, qui avait joué avec mon frère au Dragon de Paris. Et on s'est retrouvés à l'occasion de ces camps. Et un jour, il m'a dit: «Bah, tiens, on fait du flag», c'était, juste après le covid, on fait du flag à côté de chez moi à Pantin. Si tu veux venir un week-end, n'hésite pas, c'est, le matin, je sais plus si c'est pas le samedi ou le dimanche. Et donc, je lui dis: «OK, pas de souci, je viens», en pensant que ça allait être un flag, pour le fun. Et en fait, c'était les entraînements des Jux qui avaient lieu sur le stade de Pantin. Et donc je suis arrivé, en me disant: «Ça va être sympa». Et puis je me rends compte que c'est vraiment organisé, que c'est un entraînement. Wadji il était pas encore là et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un vrai entraînement officiel». Et ça s'est super bien passé. J'ai fait plusieurs sessions avec eux. Et en fait, à la fin, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais reprendre le flag et je vais reprendre le flag au Juggernaut parce que l'ambiance est bonne, le niveau est bon et c'est juste à côté de chez moi». Donc let's go. Ça a été un peu la redécouverte du sport, sous un autre angle. Ah, ce que je me demandais justement, tu vois, toi, tu habites, vers là-bas, là, dans au début du 93. Ouais. Pourquoi pas les molosses, le flash, et pourquoi aller aux jugs? En fait, c'est un peu un hasard au final. Exact, ouais, c'est vraiment un hasard, de les avoir rencontrés, qui s'entraînaient à côté de moi et d'avoir cliqué avec tous les gens, avec Shaki, donc voilà, vraiment un hasard, ouais.
trop bien. Un heureux hasard. Merci Wadji, merci Wassi il sait pas Wadji Saïd, que il a grâce à lui, il y a eu, 5 ans derrière de Vincent Lemoine. Exactement. Et donc tu commences à ce moment-là des stages de sélection, pour l'équipe de France? Exact, ouais. Bah, à cette, période donc fin covid donc ça le sport reprend tout doucement et en fait on prépare, l'équipe de France prépare donc la coupe du monde, 2021 et ce sera ma première sélection et donc c'est là où je commence à rentrer dans le process, à être sélectionné, donc plutôt en défense, ce qui était assez drôle parce que j'avais jamais joué en défense, jusqu'à cette époque. Donc j'étais vraiment QB receveur, jusque covid. Bon, je jouais un petit peu en défense au flag, mais voilà, j'avais jamais, été coaché ou considéré comme un joueur de défense. Mais voilà, c'est à cette époque, que j'ai commencé. Préparation pour, la coupe du monde du coup, 2021. J'ai fait un donc c'est toute cette année en fait a été assez intéressante parce que j'ai fait plein de choses en même temps. Donc, le flag, je découvre les Juggernauts et en même temps pour me préparer, je me dis: «Je vais faire un camp d'entraînement au Havre». Un camp, QB receveur, un passing camp et je me dis: «Bah, c'est un mois avant la compétition à peu près, ça va être intéressant pour me préparer, ça me met une petite échéance et cetera» et c'est là que, en fait, je rencontre, Arnaud Mbucha, hem, qui fait, justement la partie défense et qui me voit avec un casque des Salamandres parce qu'à l'époque, j'avais plus de casque, j'avais arrêté le foot US donc j'avais vraiment tout revendu et cetera et il me demande si je suis, aux Salamandres et je lui dis: «Bah, non, non, du tout, je suis à Paris, je suis à Pantin, pas très loin» et il me dit: «Bah, passe, faire des essais au Flash de la Courneuve, on cherche des joueurs en élite, en défense» et je me suis dit: «Bon, bah, on va tester aussi». Et donc voilà, donc cette année, ça a été, la reprise à la fois du flag avec les Juggernauts et la reprise du football américain, au Flash de la Courneuve. En même temps que les premières sélections en équipe de France. Et ça fait une grosse année. Ouais, le Ouais, passing camp, de Marignan, bien sûr. exactement, celui-ci, ouais, que j'avais fait le tout premier en QB pour te dire, à l'époque. J'y étais, avec, Antoine Brisset et Scott Harrison, Jérémy Mini en 2019, OK. ce camp-là. Ou 2018, je sais plus. Ouais, 2017? Bon, ouais, dans ces années-là. Et donc attends, donc ça c'est tu fais ton stage, tu deviens meilleur, tu te fais repérer par Mboucha, mais surtout, tu as tous ces camps de sélection en 2021, tu es un rookie, donc tu dois avoir une concurrence assez féroce pour un peu te faire ta place alors que personne te connaît. Ouais, effectivement, ouais, c'était c'était un peu stressant, surtout que, comme je te disais, j'avais jamais fait de défense donc il y avait, le footwork, beaucoup de choses sur laquelle il fallait que je me mette à niveau, et à cette époque, il y avait des très, très, très bons joueurs. Bon, il y en a toujours des très bons joueurs, mais c'est vrai qu'il y avait des très, très bons joueurs. J'avais pas l'habitude de jouer contre des aussi bons joueurs. Je crois qu'il y avait Shekou, il y avait Ralph, des joueurs, très, très costauds en attaque et c'est vrai que la concurrence était assez forte en défense. Donc ça a été un enchaînement de stages, assez stressant, mais je me suis dit, voilà, je me suis dit: «Vincent, ne pense pas à la suite, essaye de te concentrer sur le moment présent, fais ce que tu sais faire, ne te laisse pas déborder par les émotions, par le stress et concentre-toi» et ça a bien marché. Donc 1re sélection, 1re compétition avec l'équipe de France, une super expérience. Et la légende raconte que tu as mis, Antoine Brisset en retraite internationale. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mis en retraite, mais je Ouais, sais c'est pas. peut-être on a pris 10 kilos, mais bon, il s'en fiche, là, il cherche à faire l'inverse, à te mettre toi À me en mettre retraite. en retraite, Il est de retour. je suis prêt. Mais du coup, première fois de ta vie que tu représentes l'équipe de France, ça représente quoi pour toi, en Ah 2021? c'est c'est c'était j'en ai des frissons encore, c'est incroyable, quand j'ai commencé le football américain, je me suis dit: «Je vais jouer au football américain pour faire un sport avec mon frère». Hem et être en régional, ça c'était déjà super, j'étais content et j'avais pas démarré en me disant: «Mon objectif, c'est d'être en équipe de France». Mon objectif, c'était
à chaque fois d'être le meilleur sur le terrain, d'aller au plus haut niveau et cetera, mais je m'étais pas dit un jour: «J'aurai le maillot d'équipe de France» et en fait, arrivé à ce moment où en fait, tu te rends compte que, ben, à force de t'entraîner, à force de mettre les moyens, bah, tu gravis petit à petit et le jour où j'arrive, que je reçois ma dotation, que j'arrive à l'aéroport, qu'on arrive dans l'hôtel et qu'on me donne mon maillot et là, je me suis dit: «Mais c'est ce qui se passe, c'est incroyable, c'était des frissons, c'est un sentiment d'accomplissement et en même temps, le sentiment de se dire, «C'est que le début et je vais pas m'arrêter là, je vais pas m'en satisfaire, je vais aller encore plus loin et tant que je pourrai le porter, je le porterai avec fierté et je donnerai tout ce que je peux pour que les gens soient fiers de l'équipe de France». Ouais, la caméra, elle avait disparu, là, ma foi. C'était une belle réponse et donc là, donc 1re coupe du monde, ça se passe comment pour toi? Tu joues, ça l'équipe de France, elle performe? À la 1re coupe du monde j'étais remplaçant à l'époque, on était encore des groupes assez grands, on était 15. C'était à l'époque où, il n'y a pas encore eu la réduction à 12. Donc je regarde le premier match, sur le bord du terrain, mais assez rapidement en fait je rentre sur le terrain. Donc petit stress, mais quand tu arrives, voilà, quand tu rentres sur le terrain et que tu es pas le starter, tu as quand même moins de pression. Donc j'étais vraiment, très content de fouler ce terrain et en même temps cette envie justement de tout donner. Donc je crois que les premiers matchs, on tombe contre les Américains, je crois, un match assez difficile. Le baptême du feu, il a été assez fort, avec des catchs, et cetera et en même temps, je me suis dit: «Bah, c'est ce que tu es venu chercher, c'est de l'adversité, profite, joue et montre tout ce que tu as et tout ce que tu vaux». Et assez vite dans la compétition, au final, je me retrouve, titulaire. Je fais un très bon match contre, l'Espagne, je fais une interception, quelques passes défendues, et donc au fur et à mesure de la compétition, bah, je suis monté en puissance et ça s'est confirmé puisque j'ai joué, le quart de finale, contre le Mexique. Malheureusement, on a perdu, mais donc voilà, j'ai commencé remplaçant, je me suis affirmé et à la fin, j'ai eu énormément de temps de jeu, donc j'étais vraiment content d'être sur ce terrain, de montrer ce que je valais, et de pouvoir jouer contre les meilleurs, en fait. Est-ce que tu penses que dans le format avec, 12 joueurs, tu aurais été pris? C'est une bonne question et peut-être pas puisqu'à la base j'étais remplaçant, donc peut-être que j'aurais pas été sélectionné, heu, mais heu, mais En je suis tout content qu'à cas, l'époque on était 15. bon endroit, bon moment, bon timing, Ouais, pour le exactement, c'est moment. c'est souvent c'est ça, hein, il y a une petite part de chance. Et donc là, tu rentres de ça, donc là, ça te redonne, la foi en en flag football et donc tu repars sur une saison en 2021-2022 où tu es enfin, en plus, la coupe du monde, c'était en décembre, je crois, en Israël. Ouais, c'est Donc ça, tu repars décembre. en janvier direct à fond, au flash parce que c'est ta première saison de D1 et en plus à fond au flag parce que tu joues aux Jugs et tu prépares du coup, tu pouvoir faire les World Games qui sont, 6 mois après. Oui, c'était, la coupe du monde, elle était assez importante parce qu'effectivement, il fallait se qualifier, il fallait faire partie des 8 meilleures équipes, pour être aux World Games, donc c'était déjà une étape importante, hem et effectivement, retour en France, bien chargé avec l'objectif effectivement de faire partie des World Games, de l'équipe qui ira aux World Games. Annonce que, là, on passera à 12 et cetera, donc un peu de stress et 1re équipe, première saison en élite et donc c'était aussi pour moi le but de prouver, de montrer que j'avais ce niveau. Donc ça a été une année assez chargée, mais une année pleine d'apprentissage, en fait. J'ai appris énormément avec les Jugs. 1re année de flag à haut niveau, coupe de France, championnat, quelques compétitions ensemble. Donc on a vraiment, je pense on a vraiment, on avait une belle équipe. Donc ça m'a permis justement de continuer à monter au niveau flag et à côté avec le flash, bah, de travailler tout ce qui était technique parce qu'avec Arnaud Mboucha, il m'a fait travailler énormément, mes déplacements, ma technique, mon footwork, je pense que c'était pas beaucoup de temps pour des loisirs, mais ça m'a permis justement de bien me préparer, d'être en forme et d'être sélectionné au final pour les World Games, en 2022.
Parce que t'étais un rookie en 2021, tu arrives à te faire dans la place des entre 12 et 15 là et rentrer dedans. World Game, c'est la première fois que du coup les équipes elles passent à 12. Donc tu Ouais, repasses dans le processus de sélection, stage, etc. Comment il se passe ces sélections alors que tu viens de sortir justement de la Coupe du Monde, maintenant ils te connaissent un peu plus. Mais il y a aussi plus d'intérêt des joueurs de foot US. Avec il y a une grosse concurrence. Je me souviens que notamment Wadji, Florent Larose, ils veulent faire les World Games et du coup ils viennent à ces stages-là. Comment ouais. c'est pour toi? Hugo Tekedam aussi qui était venu. Donc effectivement, une compétition qui a vraiment augmenté d'un coup au sein du groupe France. Il y avait déjà du niveau, mais vraiment là, il y a eu cet attrait justement de se dire les World Games, ça va être un événement incroyable. Tout le monde avait envie d'y être. Et donc, à cette époque, j'étais encore trop jeune. Je me suis pas dit, Vincent, t'as fait ta sélection, c'est bon, t'es en équipe de France, le tour est joué, c'est tout droit. Les prochaines compétitions, c'est sûr, t'en fais partie. Je suis arrivé avec la même mentalité en me disant, on remet toutes les cartes sur la table. T'as fait une belle Coupe du Monde, mais c'est déjà dans le passé. Maintenant, il faut que tu prouves que t'es encore meilleur, que les jugs sur cette année, tout ça, ça t'a permis d'être un meilleur joueur de flag. Et arrive avec cette mentalité de j'ai appris des choses, c'est bien, mais maintenant, ne prends rien pour acquis, sois encore meilleur que la fois précédente. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'aborder chacun des stages. Et ça m'a plutôt réussi, j'avoue. Ça s'est plutôt bien passé, même si c'était pas facile tous les jours. Et donc les coachs se prennent. T'es dans la liste de 12 pour partir. En plus, ça s'est décidé assez tôt, donc je crois que c'était en avril où il fallait déjà donner des listes, donc tu sais déjà que tu pars. Mais là, même si tu as été pris, il y a une histoire de passeport qui fait que tu as failli pas y aller. Ouais, 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 il y a une histoire de passeport. C'est vrai que c'était une sacrée histoire. Donc, on m'annonce effectivement que je suis pris, donc très, très bonne nouvelle. Je suis heureux, et j'ai mon passeport qui est valide après la compétition, mais il est pas valide suffisamment longtemps après la compétition. Il faut 6 mois de validité après la compétition. Donc je me dis: «Bon, bah, il faut que je refasse mon passeport», donc je contacte la mairie, je prends rendez-vous, je vois la personne des passeports et je lui dis: «Voilà, moi j'ai besoin de mon passeport à tout prix cet été. Est-ce qu'il sera, prêt dans les temps ou est-ce qu'il faut faire quelque chose?» Et la dame me dit: «Mais non, vous inquiétez pas, ça va vite, ce sera prêt dans les temps». Donc je me dis: «Bon, je vous crois, vous faites des passeports tous les jours, donc je vous crois». Donc je rentre chez moi en me disant: «C'est bon, j'ai fait ma démarche, tout va bien, j'aurai mon passeport». Et le temps passe, le temps passe, le temps passe et j'ai toujours pas de passeport. Donc je vais sur le site, du passeport, le passeport est toujours en attente, et cetera. Et là, je commençais à avoir des appels, de plus en plus insistants de la part, de Vincent Héguin, le manager, qui me fait comprendre que, si j'ai pas mon passeport à une certaine date, on appellera quelqu'un d'autre. Donc le stress monte en plus et il y a rien de pire en final que de se dire, si je peux pas partir, pas parce que je suis pas bon, mais parce que, il y a un problème administratif, bah, c'est vraiment rageant. Et quelques semaines encore avant la compétition, toujours pas, je retourne à la mairie, je les appelle. Et ils me disent, «Bah, il est en cours, ça devrait pas tarder». Jusqu'à un jour où en fait, je voulais les relancer, j'ai pas pu y aller, donc je demande à ma copine d'y aller. Elle va les voir et elle leur dit: «Voilà, il attend son passeport, il l'a toujours pas». Et la dame de l'accueil lui dit: «Mais en fait, son passeport, il l'aura jamais». Et donc là, quand elle lui dit ça, bah, elle a réagi, devant la personne, vraiment triste pour moi et cetera. Donc là, la dame, elle a dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et donc elle lui explique que, bah, je pars en compétition, que si j'ai pas mon passeport, je suis plus dans l'équipe et cetera. Donc là, à ce moment-là, elle m'appelle, je rappelle la mairie et on arrive enfin à avoir quelqu'un un peu plus haut dans la mairie qui nous dit, «Bon, on va voir ce qu'on va faire, mais il faut aussi que vous appeliez, Heu, tous les gens que vous pouvez connaître et cetera». Donc là, je cherche sur tous les sites internet, je trouve le ministère des sports et j'arrive à appeler, quelqu'un, à envoyer un message pour dire: «Mais en fait, il faut faire quelque chose, il faut accélérer mon passeport» et cetera. Et en même temps, bah, je vais à la mairie, je rencontre les gens de la mairie, je leur explique mon problème et cetera. Et ça, on est à quelques jours avant, même pas, 2 semaines, je pense, avant le départ. Et donc là, j'ai eu la chance, les managers, au bout d'un moment, m'ont fait confiance. Ils m'ont dit: «Ben, on mise tout sur toi. En fait, il y a plus personne d'autre. De toute façon, on peut pas activer un réserviste, donc maintenant,
c'est soit c'est toi, soit on part à 11. Et une semaine avant, je reçois l'appel de la mairie qui me dit, «C'est bon, on a tout fait en urgence, votre passeport vient d'arriver, il est encore tout chaud», et donc je suis arrivé, j'ai quitté mon travail, j'ai dit: «Bah, il faut que j'y aille, désolé, mon passeport vient d'arriver». Je quitte le travail en pleine journée, je vais chercher mon passeport directement. La dame, les personnes de la mairie super impliquées, dès qu'ils ont vu la personne qui venait livrer les passeports, ils l'ont interpellé par la fenêtre pour lui dire, «Est-ce que vous avez un passeport, pour nous?» et cetera. Et donc au moment où je récupère mon passeport, j'ai le ministère des Sports qui m'appelle: «Bonjour monsieur Lemoine, on a eu votre message pour votre passeport, dites-nous comment on peut le faire, qui on doit contacter, on va tout mettre pour, que vous ayez votre passeport pour les World Games» et cetera. Et là, je leur dis: «Bah, en fait, c'est Ouais. gentil, mais en fait, c'est bon, je viens de l'avoir», et ça, tout se passe, 1 semaine avant. Un stress, monstre. J'ai vraiment des insomnies à me dire: «Mais en fait, ça va être un c'est pas possible, je peux pas ne pas faire partie de ce groupe juste parce que j'ai pas mon passeport alors que, on m'avait dit que ça serait bon» et cetera. Et voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Je le dois beaucoup, à Marine, ma copine qui, à ce moment-là, a réussi à faire bouger les choses au sein de la mairie, à avoir les bons contacts. Et à la fin de la compétition, je suis venu déposer une grosse boîte de chocolat, ils m'ont souhaité bonne chance pour les World Games par mail avant que je parte. Enfin, vraiment, c'était, une expérience à la fois, très, très traumatisante et à la fois, pleine d'espoir, mais une sacré Donc épisode. tu es en train de dire que si Marine, elle avait pas été super triste devant la dame, de l'accueil de la mairie, ça aurait jamais débloqué tout le reste, quoi. Je pense que clairement ça a fait son effet, ouais. Je pense que, je sais pas, peut-être que ça l'aurait fait aussi, mais vraiment, ce jour-là, je pense que les Mais je les personnes ont été extrêmement réceptifs. pense que les gens, ne se rendent pas compte, parce que du coup, à cette époque-là, je m'occupais des filles et on avait dû refaire aussi quelques passeports et j'avais dû refaire le mien aussi. Et en fait, vu que c'était juste après le covid, tu aucun créneau de disponible pour faire son passeport sur les prochains, 6 mois, quoi. Et Mmh. puis moi, je faisais de chercher à Paris, des mairies, tu vois? Et ils me disaient, «Ouais, tu peux aller, là-bas, là, au fin fond du 77, on a 2 heures de route si tu veux». Et j'avais dû activer pareil un contact à Lille, j'étais monté en train parce que, la mère d'une amie travaillait à la mairie de je sais pas quoi, pour rien qu'avoir Un un rendez-vous, rendez-vous. juste un rendez-vous. Et j'avais dû y retourner aussi par 2 mois après pour aller le récupérer. Donc je m'arrangeais un peu si c'était pendant parce que je jouais avec, les Vikings à Lille. Mmh. Mais c'était galère de fou et on avait eu, 2 filles aussi qui avaient dû refaire, leur passeport. Je crois que c'était Lucie Houret et Halima. OK. Et c'était ouais, on leur avait mis une méga pression. Malheureusement, en plus, il faut le biométrique. Si tu peux pas Ouais, aller, c'est le biométrique aux États-Unis. c'est ça. En plus, Mais bon, j'avais pas pensé parce que comme il était valide mon passeport, après la compétition, j'avais pas pensé qu'il fallait 6 mois après le voyage. Et c'est vrai que et au ça m'a final, tout va bien. Tu es parti en Alabama. au final Expérience de malade, non? Et au final, ouais, tout va bien. On arrive, enfin, je prends l'avion, je suis plus heureux de tous les joueurs de partir. Le soulagement quand l'avion il décolle, je me dis: «Ça y est, plus rien ne peut m'empêcher de faire partie de cette équipe». Et non, ouais, une expérience incroyable, les War Games. Bah, j'emporte encore le polo, mais on reçoit une dotation, du Coq Sportif, avec le sac à dos, les chaussures, les tongs, les 3 polos, les joggings, et enfin, on reçoit vraiment une énorme dotation. Et là, on se dit: «En fait, c'est un autre niveau». On passe, un autre monde, et arrivé là-bas, on arrive un peu en retard, et on négocie pour aller à la cérémonie d'ouverture, on fait du forcing et cetera. On arrive à la cérémonie d'ouverture et là, tu te dis: OK, cette expérience, elle va être folle parce que on rejoint du coup toute la délégation française. On n'est pas, simplement notre équipe de flag. Il y a vraiment toutes les équipes qui sont là, toutes les équipes de France qui représentent tous les sports. Entrer dans un stade, immense à l'américaine, on défile, t'entends, ouais, j'en ai encore des frissons, mais t'entends, le speaker qui dit, «L'équipe de France», t'as tout le monde qui rentre, tout le monde qui crie, qui applaudit. T'as des lumières dans tous les sens, tu toutes les autres délégations qui passent, tu t'assois à ta place, t'as des spectacles et tu passes, une cérémonie d'ouverture incroyable. Et moi, je vois encore ces images où je me dis: «Mais ça, c'est les gens que je vois aux JO, en fait». Et je suis là à marcher,
alors c'est moi maintenant, j'avais du mal à me visualiser à être à cette place. Heu et donc ça commence vraiment fort et après on est logé sur un campus avec tous les autres athlètes. On a des sports qui se passent juste à côté de nous. On avait le Fistball, un genre de volley-ball avec point fermé sur un grand terrain. Donc tu vois ces activités-là, tu prends des bus, tu peux aller voir les autres sports. On a pu voir plein de sports, plein de d'activités que je connaissais pas en fait. C'est vraiment un univers les War Games, tu vraiment j'ai pas encore joué aux JO, mais ça fait vraiment un peu ces genres de choses que tu vois à la télé et la compétition, incroyable. On arrive, on a un stade de 80 000 places, les terrains, ils sont tracés, il y a les logos NFL partout, les équipes, elles rentrent, elles sont annoncées quand tu rentres, tous alignés, enfin c'est une compétition, Est-ce que tu te souviens de masterclass. la glacière? Ouais. Il faisait une chaleur étouffante, une chaleur vraiment, à cette époque-là très, très importante et on arrivait sur les bords de terrain, des bassines entières de glaçons avec des Gatorade, de l'eau, des serviettes fraîches. Ouais, non, on était bien. Incroyable, avec les kinés sur le bord du terrain, tu pouvais y aller quand tu veux après les matchs. Exact. Les kinés, les chiros, ouais, même le stade de 80 000 places, les terrains tracés, les vestiaires avec, la France ici, telle équipe ici, notre bus pour aller voir nos matchs, on partait tous ensemble, on avait le bus France. Donc, vraiment c'était vraiment une super expérience, et c'est là où je me suis dit: le flag ça va aller loin. On est en train de passer un autre cap. Hem et c'est vrai que sur le moment, tu le réalises pas forcément, tu es concentré, tu es dans ta compétition, hem, tu as cet engouement certes, mais tu es quand même concentré, tu as envie de donner le meilleur de toi-même et c'est vraiment au retour que là, tu te dis: «Mais en fait, ce que je viens de faire là», quand tu repars le lundi matin, que tu arrives au travail et que tu prends un café et que les gens ils te disent: «C'était comment ton week-end?» Ouais, tu te dis: «Ah ouais, c'est non, là, c'est dur, c'est compliqué». Mais après, sportivement, ça se passe pas très, très bien par contre. On fait vraiment une mauvaise performance, hein. Je crois en poule, on gagne 0 match. Malgré tout, comme on était 8 équipes, on a fait quand même un quart de finale contre, l'Italie qui sort, numéro 1 du groupe à opposé. Nous, on était avec les États-Unis notamment et on fait un beau quart de finale. Je crois qu'on perd de quelques points à la fin. Un peu rageant parce qu'on aurait vraiment pu faire le hold-up, tout perdre et au final gagner à la fin. Mais bon. Bah, au final, vous finissez, je crois, 6e, non? Parce que vous gagnez Ouais. le match d'après, non? On finit 6e, ouais, on gagne, un match de classement, qui nous permet de jouer la 5 ou la 6e place et on finit 6e du coup, Parce que tu dis que ça se passe mal sportivement, mais vous étiez qualifié 5e des championnats du monde, vous finissez 6e des World Games. Il y a quand même une certaine, il faut pas oublier que c'est quand même les 8 meilleures équipes du monde qui sont sur la compétition, quoi. c'est vrai, ça reste une belle performance. Je pense que c'est un peu, là où on est un peu déçu, c'est qu'on avait une bonne équipe, qu'on n'a pas réussi, je pense, à libérer notre potentiel, lors de cette compétition. C'est là où on peut être un peu déçu. Mais effectivement, on finissait 5e à la coupe du monde, on finit 6e, bon, on n'est pas non plus, on n'a pas fini 8e quoi, donc on est resté à peu près, à notre niveau. À peu près, c'était absent 6e ces dernières années sur les compétitions. Ouais, les quarts de finale, on n'aime pas trop ça, hein, j'en ai jamais Ouais, ouais. perdu autant que dans l'équipe de France. On va pouvoir vite changer ça pour, cet été. Exact. Enfin, pour le mois prochain. OK, donc là, tu rentres en France, tu rentres dans ton club le mardi soir, au stade, pour les Juggernauts. Retour à la réalité et donc là, tu te remets en route et donc 2023, pour toi, c'est une année qui est assez importante parce que c'est aussi ton année où du coup, tu vas faire un peu un switch. Alors tu viens de vivre ta meilleure expérience de flag, tu as l'opportunité de rejoindre les Mousquetaires de Paris, donc en ELF, en foot américain et donc tu signes. Je sais pas comment ça s'est passé, mais tu as signé avec, ce club. Pourquoi tu as voulu les rejoindre? Et commencer d'être un peu genre semi-pro d'un sport. Ouais, c'est vrai que cette année-là, je rentre d'une expérience, World Games incroyable, le flag, ça bat son plein, donc je reprends aux Jugs, je reprends au Flash. Annoncé, de l'ouverture des Mousquetaires de Paris et donc je me dis, «Pourquoi pas?» et c'est un peu ça, à chaque fois je j'ai pas l'ambition ou en tout cas quand j'ai commencé, je me suis pas dit que j'allais devenir pro de ou semi-pro de football américain ou ce genre de choses mais en fait,
quand le combine, ouvre, je me dis: «Bah, pourquoi pas? Vincent, inscris-toi, tu rien à perdre». Dans tous les cas, ce serait une belle expérience et si tu pas pris, bah, c'est génial, tu l'auras fait et tu auras pas de regrets et donc je m'inscris, je fais le combine, ça se passe plutôt bien, je fais des bonnes choses et ils séparent un moment les équipes, enfin les gens en 2, donc ils mettent, les personnes moins expérimentées d'un côté du terrain. Je reste avec les gens un peu expérimentés, donc je me dis: «Bon, bah, parfait, on va continuer comme ça». Et à la fin du combine, voilà, pas plus d'infos, pas plus de messages, rien du tout. Jusqu'à un jour où en fait je reçois un message, du coach, qui me dit: «Voilà Vincent, on t'a vu au combine, on a aimé ce que tu proposes, on aimerait te proposer un contrat, dis-nous si ça t'intéresse qu'on discute ensemble» et cetera. Et donc voilà, là je me suis dit: «Mais en fait, incroyable cette opportunité de devenir, joueur pro de football américain ou joueur semi-pro de football américain», et je me suis dit: «Bah, vas-y en fait, c'est incroyable ce qui t'arrive donc ne réfléchis pas trop, vas-y». Et donc je décide de signer avec les Mousquetaires, et de faire ma première année. Donc après c'est vrai que c'était un peu dur parce que, bah, les compétitions elles tombaient en même temps, du coup j'ai dû faire un choix à cette époque, et j'ai pas poursuivi avec l'équipe de France de flag parce que, bah, les 2 étaient pas forcément compatibles. Choix que j'ai pas souhaité refaire, en 2024 lors de ma deuxième année où, on préparait du coup la coupe du monde en Finlande et là où je me suis dit: «Mais en fait, oui c'est super, mais en même temps le flag, j'ai pas envie de laisser ça de côté» et je me revois, dans le bus, avec les gars, on regardait le match de l'équipe de France, en déplacement justement, on allait jouer avec les mousquetaires et j'étais en train de regarder les matchs, et j'étais là à supporter les gars, j'étais: «Let's go» et tout et en fait, Championnat ça m'a d'Europe. trop manqué, quoi. Ouais, au championnat d'Europe et c'était le match contre Israël, là, le quart de finale Ouais. et déchirement un peu, ça m'a déchiré un peu le cœur et je me suis dit: «Mais en fait, j'aime trop le flag pour ne pas le faire» et donc l'année suivante quand je re-signe aux Mousquetaires, au fur et à mesure de la saison, en fait, je me dis, je continue à faire justement là les processus de flag, que j'avais pas fait du coup en 2023 et là, je me dis: «Bah non, je vais faire les camps», et au bout d'un moment dans la saison, je dis au coach, on essaye de négocier et cetera et au bout d'un moment, je lui ai simplement dit: «Je vais aller, je vais aller faire partie de l'équipe de France. Enfin, si je suis sélectionné, j'irai, et si jamais, ça doit mettre un fin à mon contrat, je l'accepte et il y a pas de problème» et au final, ils ont été moi, j'étais pas non plus un titulaire, mais au final, ils ont accepté. Ils m'ont dit: «Vas-y Vincent, tu as donné suffisamment à l'équipe, tu es suffisamment présent, tu te donnes à 100 on va pas te priver de ça, tu peux aller faire ta compétition et tu pourras revenir et il y aura toujours une place pour toi dans l'équipe», Parce qu'à l'époque, il y avait donc tu disais qu'il y avait les compétitions qui étaient ensemble, mais est-ce qu'il y avait aussi des interdictions ou des obligations, liées au contrat un peu, LF? Entre les joueurs Mousquetaires? En théorie, comme tu t'engages à le contrat, de signer des contrats et cetera, donc on est engagé pour faire ce sport et bah, on peut pas se permettre de se blesser sur un autre sport, parce que ça viendrait directement mettre, en péril notre contrat et l'équipe, quoi. Donc tu as quand même ce côté un peu, bah, tu deviens professionnel, tu as des responsabilités, donc il faut aussi que tu acceptes que tu as des obligations, des devoirs. Tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Donc voilà, donc c'est pour ça que, voilà, comme n'importe quel travail, quoi, quand tu veux faire quelque chose à côté, si jamais c'est dans les mêmes domaines, bah, s'assurer que Ouais. on est Et beh, réglo, parce quoi. que là, quand on parle de contrat, on parle de qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne exactement, comme argent, comme, logement? Enfin, je sais que chaque contrat est un peu différent en fonction de ton rôle dans l'équipe, mais Ouais, bah, effectivement, les contrats, ils dépendent, de ta «catégorie de joueur» entre guillemets. Donc déjà, si tu es un import, américain, tu as un plus gros contrat. Si tu es un import européen, tu peux avoir un plus gros, un plus gros salaire. Et si tu es un joueur, home ground, ce qu'ils appellent un home ground qui vient du pays, de la France. moi donc en l'occurrence la France, ouais, tu as des contrats différents. Après, bah, ça dépend de la manière dont tu es capable de négocier ton pédigré, mais effectivement, tu peux négocier, un logement, tu peux,
Négocier après, bah, des frais kilométriques. Dans mon cas, c'était le Navigo, par exemple. J'avais le Navigo, j'avais la salle de sport. Et après, j'avais un petit salaire, donc ouais, c'était vraiment pas un salaire, qui me permettait de vivre, donc c'était vraiment, un un petit, truc, en plus quoi pour les mois, Combien? quoi. Allez, dis-le. Bon, elle était aux alentours de 300 € à peu près pour la première année. 300 € par mois. Ouais. Et les salaires OLF, ils vont jusqu'à combien à peu près? Ouais, alors là, j'ai, pas les chiffres, mais je pense que les Américains, ils peuvent facilement aller jusqu'à, je pense, 2 000, quelque chose comme ça. Avec, j'imagine avec le logement, ce genre de choses. Donc ça reste, Parce que c'est sûr que quand on voit les joueurs ELF qui étaient avec toi, qui étaient aussi avant en équipe de France de flag, donc Wadji, Florian Larose, et il y en a pas mal d'autres. Eux, ils avaient aussi un rôle un peu plus important dans l'équipe, donc forcément peut-être aussi ils avaient un contrat qui était avec plus d'argent, donc il y exact. a peut-être aussi plus de difficultés à pouvoir dire: «Bah, vas-y, tu sais quoi? Je prends le risque d'aller en équipe de France si ça me casse mon contrat, quoi». Je sais pas, en fonction de ton poste et de ta présence dans l'équipe, tu as des échelons, un peu comme tu peux voir en NFL. Donc est-ce que tu es practice squad? Est-ce que tu es remplaçant 1? Est-ce que tu es remplaçant, 2? Est-ce que tu es titulaire? Et donc en fonction de ça, bah, ils arrivent aussi à juger, de ton salaire, et après des bonus que tu peux avoir. Bah, bonus, que tu pourras négocier si je marque un TD, si je fais, des plaquages, si je fais une interception, ce genre de choses. Donc effectivement, après on prenait pas tous le même risque. Moi étant Mmh. remplaçant, j'avais potentiellement moins de risques, à prendre, Puis qui me comme c'est tu as un possible. salaire Hein? comme tu as un salaire meilleur, ça te pose moins de problèmes que certains Oui peut-être. aussi, ouais, c'est sûr que le football pour moi c'est pas mon revenu principal, donc c'était un choix que j'ai pu prendre, de manière beaucoup plus confortable, quoi. Et tu vois, on le voit encore cette année avec, pas mal de joueurs ELF, bah, qui font partie des meilleurs athlètes en France, qui font les stages équipe de France. Est-ce que pour toi, c'est compatible de faire l'ELF et en même temps l'équipe de France de flag? Sur le calendrier, c'est un peu difficile. Je pense que les calendriers sont pas forcément compatibles, parce qu'il y a pas beaucoup de bye week et cetera, donc c'est ça qui posait problème, notamment quand je devais faire les stages. C'est si tu as un match, et qu'en même temps c'est le stage, c'est compliqué, surtout si c'est à l'extérieur, donc tu peux pas être là présent. Après, je pense qu'en termes de développement, dans tous les cas, enfin tu développes des capacités, donc si les saisons elles étaient pas forcément au même moment, je pense que ça poserait moins de problèmes. Là, ce qui est difficile, c'est la disponibilité, quoi. Et aujourd'hui, ça fonctionne, mais si on prépare les JO, je pense que dans tous les cas, il faudra qu'à un moment, les gens, ils se positionnent sur l'un ou l'autre parce que, on l'a remarqué cette année, il y a beaucoup plus de stages, il y a beaucoup plus de moyens qui est mis aussi en équipe de France, pour justement, bah, aller chercher, cette qualification dans un premier temps, puis aller chercher une médaille. Et donc, l'investissement, il vient à la fois de la fédé, du coaching staff, du bureau et cetera, mais après il va aussi venir des joueurs et il faudra qu'on soit à 100 si on veut, se donner nos meilleures chances, quoi. Donc tu penses là, par exemple, sur les derniers stages, quand les joueurs ELF, ils jouaient le samedi et ils venaient que le dimanche sur les stages qui étaient du coup les mêmes week-ends, ça tu penses que ça marche pas dans un lot? Bah, je pense pas, non, parce qu'on verra comment ça va se passer les années suivantes, mais si les stages, ils continuent d'augmenter et qu'il y en a de plus en plus, forcément, il faudra que, on se prépare, et je pense qu'on a de bonnes ambitions pour l'équipe de France et on a moyen de faire quelque chose. On a vraiment des talents, des vrais talents en équipe de France et en France, des joueurs qui ont des capacités et on a moyen de faire quelque chose, et je pense qu'il faut justement en profiter, et si c'est les années où il faut le faire, c'est maintenant. Le flag, il sera peut-être pas aux JO, en 2032, donc il le sera peut-être, jamais à nouveau. Donc s'il faut qu'on en profite, c'est aujourd'hui, quoi. Bon, on va quand même, faire confiance à Pierre Trochet pour, négocier 2032. On croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut croiser, mais vraiment ce serait incroyable. Et donc parallèlement à ces 2 saisons de mousquetaires, hem,
tu continues à jouer au Juggernauts, tu continues à te développer. Tu as un peu tes premières, on va dire, médailles avec les Juggernauts, 3e au championnat de France, 4e en Coupe de France. Ping-ball, tu 2e. Ouais, Bon, jamais la victoire, jamais très très loin. exact. Et c'est aussi l'année en 2024 de ta première sélection chez les Kalikaku. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas pourquoi on en a pas parlé plus en amont. C'est vraiment. Du coup, il est encore plus dur de rentrer avec l'équipe de France. Donc. C'est vrai que je suis assez honoré d'avoir pu faire partie et j'espère de continuer de faire partie des Kalikaku. C'est vrai que 2024, ça a été une bonne année pour le flag. J'ai fait beaucoup plus de tournois internationaux et notamment avec les Kalikaku à Glasgow. Donc une année assez riche. Je découvre un petit peu le haut niveau flag. On avait fait qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait le Dorado avec les Jugs, le ping-ball effectivement, on avait fait un tournoi aussi à Toulouse, je crois, donc ouais, là, je me mets davantage à faire Et des. le tournoi aussi avec l'équipe de France, c'est là où tu gagnes le Copenhagen Ball avec l'équipe de France en stage de détection, de sélection. Ouais, exactement, on le gagne 2 fois d'ailleurs puisqu'on le regagne cette année en 2025, donc ça, c'est cool. Je J'ai fais les partie de ceux j'ai les qui trophées ont là-bas, doublé. là. Mais Et quand même, je pense que c'est quand même le tournoi potentiellement le plus relevé de l'année en Europe. le Copenhagen Ball? Ouais. Ouais, vraiment. Avec la division élite, ça donnait vraiment une belle compétition et c'était une belle étape de préparation, pour les collectifs France. Je pense que un bon Une moyen bonne de faire la étape. sélection. Ouais, exactement et Et aussi. donc 2025, Ouais, ouais, vas-y. 2025, donc cette année, bon, il y a plusieurs choses, mais déjà tu fais un retour au flash, donc tu avec les mousquetaires. Est-ce que c'est pour pouvoir avoir l'opportunité de faire du flag à côté plus librement, ou est-ce que c'est parce que voilà le côté beaucoup d'entraînement et d'être backup aux mousquetaires est fini par te fatiguer? Ouais, effectivement, il y a un peu des 2. Donc la première chose, c'est, je veux me mettre à fond sur le flag, et donc je veux avoir cette liberté de se dire, voilà, le flag, il faut que je sois capable d'aller en équipe de France, il faut que je sois capable de faire les stages. Ça je peux pas m'investir autant et ne pas être à 100%. C'était pas possible pour moi de me dire, je vais continuer à jouer aux mousquetaires, mais je serai pas là toute l'année parce qu'il faut que je fasse le flag. Pour moi, c'était pas concevable, à la fois par rapport à mon éthique de travail, mais aussi par rapport à mes coéquipiers, mes coachs. Donc je me suis dit, bah, plutôt que de tout faire à 50%, je vais me concentrer sur le flag équipe de France. En parallèle, je me suis dit, bon, il m'en reste encore un petit peu dans les jambes. J'aimerais bien quand même refaire une petite saison de foot US, jouer et continuer à m'entraîner. C'était l'avantage aussi parce que le flash, c'est pas très loin de chez moi. Je connais Arnaud, je sais que c'est un très bon coach défense et donc je savais que j'allais pouvoir retravailler ma technique, continuer à perfectionner justement mon footwork et donc je me suis dit, let's go, je vais faire les 2. Comme ça me permet, à la fois de jouer, mais en même temps de coacher aux jugs et quand j'arrive au flash de jouer et de faire mon conditioning, en parallèle. Donc voilà, je m'étais dit: «Bon, bah, si jamais je suis remplaçant, au flash, bah, c'est pas grave, je l'accepte, je viens pour être le meilleur, mais voilà, si jamais, il y a déjà une équipe et elle est forte, tant mieux, je viendrai aider, mais j'avais envie quand même de jouer un petit peu, Et pourtant, tu as quand même dû faire des choix entre le flag et le foot US sur cette double saison aussi. et ouais, 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 j'avais dû faire des choix donc j'ai eu plusieurs moments de ma vie est un éternel, mais des éternels, choix. Je déteste faire ça à chaque fois, j'appelle mon père, mes parents, je suis là genre: «Vous feriez quoi dans ma place?» Donc heu, donc ouais, non, j'ai fait les choix. Après, c'était assez clair au début, je leur avais dit, que pour moi la priorité c'était, l'équipe de France. Donc quand je suis parti faire, Tampa Bay, je leur avais prévenu que je serais pas là. Quand il y avait des stages, j'ai raté des matchs, j'ai dit: «Bah, c'est pour l'équipe de France». Après, je les avais prévenus aussi pour la coupe de France avec les Jugs. Je leur avais dit: «Bah, toute la première partie de l'année, je serai aux Jugs, donc je pourrais pas être là à tous les entraînements». Mais j'ai quand même eu des choix à faire qui sont jamais évidents entre, des journées de championnat, des journées de match, avoir fait des matchs
J'ai fait un tournoi de flag où j'ai pu faire que 2 matchs, j'ai pas pu faire le troisième. Il fallait que je parte jouer un match, dans la foulée. J'espère que les coachs écoutent pas, mais voilà, j'ai enchaîné des journées assez fatigantes. La finale à Montpellier, c'est un peu un regret parce que je suis parti jouer le samedi à Cannes. Malheureusement, on perd. Et je reviens jouer avec les Jugs à Montpellier. Je fais la route après le match. On perd aussi. Donc, bon, c'était pas mon meilleur week-end. Mais bon, après, c'est des choix que j'ai faits, je les assume. Là, maintenant, cette année, je me suis dit, ça y est, Vincent, raccroche les crampons de foot US. Et cette année, je me consacre uniquement au flag. Donc, j'ai commencé à vendre mon équipement. Si vous avez cherché des choses, n'hésitez pas. Je déstock. Donc là, on peut l'annoncer sur le podcast 2026 pour Vincent Lemoine, c'est Flag First. Et c'est flag first, c'est que du flag, pas de foot US. Donc, Flag First, c'est quoi? Ça veut dire donc coaching et joueurs toujours au Joyous de Paris, Ouais, 2 exact, entraînements par semaine. Les camps équipe de France qui du coup vont continuer à augmenter en intensité et en nombre peut-être. exact. Et, Et peut-être et les tournois plus de temps libre. internationaux, si possible, tous les tournois internationaux de flag avec les équipes qui voudront bien de moi pour ces tournois. En parlant de tournois internationaux, t'en as fait des sacrément gros ces derniers temps, et notamment, tu finis donc champion du monde, je le mets entre guillemets parce que c'est à l'américaine, Tampa Bay, avec les Red Roosters, donc c'était une des 2 équipes de France qui était au Copenhagen Bowl, donc celle qui avait gagné. Et donc vous gagnez là-bas aux États-Unis. Tu la classes où cette expérience par rapport à ta carrière? Elle est, ouais, je pense que c'est un top 3 de mes compétitions. C'est vraiment incroyable, c'est un autre monde, les compétitions de flag aux États-Unis. Déjà, c'est sur une seule journée. Le nombre de matchs est assez limité. Et effectivement, on me compare avec le collectif France. C'est pas un voyage officiel de l'équipe de France. On y va avec les joueurs du groupe France, effectivement, mais tout est payé par nous-mêmes. On avait gagné Copenhague Ball, donc ils nous ont offert un ticket pour aller jouer cette compétition. Et donc on se motive, on se dit let's go, on va aller jouer à Tampa Bay, l'endroit où le plus gros tournoi de flag aux États-Unis. Et donc, on arrive là-bas, des terrains à perte de vue, des speakers dans tous les sens, des sponsors, des choses à vendre, enfin incroyable au niveau de l'espace. Et donc on rentre dans cette compétition 5 contre 5 format olympique international, et ça joue un autre flag. Je prends premier match, je crois, on joue contre des Cubains. Je vais pour me faire le déflagage, donc je me pose bien 7 en place, tu vois. Et là, il attrape, il prend la balle, il fait comme foot US, il me rentre dedans. Et l'arbitre, il lance un flag. Il dit, bah, faute, contact illégal, mais c'est au point de faute. Et seulement 5 yards et pas de perte de down. Et Les là, règles différentes. ouais. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, donc ça va être un autre sport. Donc ça jouait beaucoup plus les ballons, c'était beaucoup plus physique. Je crois deuxième match, je me prends une commo. Donc petite alerte. Et au final, un petit coup à la tête, mais ça va. Et après, donc on joue tous les matchs de qualification. On arrive en finale contre une équipe canadienne extrêmement forte, avec un joueur CFL, notamment un receveur. Vraiment, tu vois la différence. Très rapide, des mains extrêmement solides, etc. Et on arrive quand même à gagner ce match, un match très très serré contre les Canadiens. Et donc là, on jubile, on se dit on vient de gagner le tournoi international, et on sait que le match suivant, c'est le même match, mais contre le gagnant du tournoi international US. Ils ont fait le même tournoi, mais qu'avec des équipes américaines. Et donc là, on retrouve la meilleure équipe américaine en finale. Et donc ça joue sur un terrain avec des barrières, etc. Il y a une piscine pour célébrer à la fin, et les arbitres, ils nous disent pendant le match, juste avant le match, ils nous disent si vous marquez un touchdown, vous avez le droit d'aller célébrer avec toute l'équipe. Il y aura pas de faute pour excessive celebration. On est là pour du show. Allez-y, envoyez quoi. Et là, tu dis ok, bon, on est vraiment dans un autre un autre univers quoi. Et grosse finale, on arrive à battre les Américains à l'issue d'un match assez serré. Et là, la consécration quoi. On arrive sur scène quelques minutes après, ils nous remettent une bague, les trophées, les chèques de $5 000. Enfin, et là, on avait marqué un peu les esprits, tout le monde nous voyait.
«Ah, vous êtes les Red Roosters, vous venez d'où? C'est génial ce que vous avez fait, vous êtes trop forts», donc vraiment Génial. une super Et expérience, ouais. du coup, vous avez payé pour, venir là-bas, mais vous êtes repartis avec, 2 chèques. Le chèque de vainqueur, international et le chèque de vainqueur de tout, quoi. Exactement. Donc au final, on s'en sort pas trop mal. Ça nous a remboursé le billet d'avion en grosso modo, quoi, et on a eu juste la maison à louer, la nourriture et cetera, les voitures et tout, mais c'était quand même une expérience incroyable. C'est quoi le budget pour faire un tournoi comme ça? Bah, tu comptes à peu près, je pense, à départ de Paris, on avait pour 400, entre 400, ouais, 400 € de billets d'avion à peu près, par personne. Après les voitures, je pense, c'était à peu près, on en a pris 3, ça devait être, on était une 12, je crois. Ouais, ça nous a coûté 300 $ la voiture. Non, 150 $ la voiture, je crois, à peu près, chaque voiture. Donc tu vois, c'est pas énorme, multiplié par 3 et divisé par 12, on s'en sortait, avec, Bon, ça va, ouais. 50-60 $ plus l'essence. Et après l'appart, c'était peut-être, ouais, c'était, bah, pour la semaine, ça nous a coûté un petit, ouais, je pense, 1 000 € à peu près la totalité du voyage. Moins, OK. moins ce qu'on a gagné, donc tu divises par 2, Ouais. quoi. On a bien vécu là-bas, on a profité, tu vois? On a découvert les États-Unis. On a fait des petites choses. Ça va, c'est bon, je vais commencer à économiser, on va en parler à 2-3 copains, là. Ouais, c'est vraiment top à faire. C'était vraiment une bonne expérience. OK. Et toi, tu vois, justement, donc, ça fait quelques années que tu joues au flag, quelques années que tu joues au foot et là, tu arrives un peu dans tu dans ton pic, tu vois, tu joué aux mousquetaires et cette année, tu as fait tous les stages donc, de l'équipe de France. On est en 2025, il y a l'Euro à la maison. Ouais. Est-ce l'équipe, elle, tu la sens prête? Là, tu sors d'un stage de plusieurs jours, en Allemagne avec 4 nations. Est-ce que l'équipe, elle est prête? Tu la sens comment, là? L'équipe, elle est prête, en tout cas, elle est bouillante. On était encore un groupe de 20, donc la sélection elle est pas finalisée. On aura la réponse, fin de semaine. Donc pour l'instant, je sais pas du tout si j'en fais partie. Le stress est est là, mais l'équipe, elle est vraiment bouillante. On est très, très soudés. Franchement, j'ai rarement senti, cette effervescence au sein du groupe. On s'entend tous très bien, on a un énorme niveau. On l'a montré à Copenhague, on finit premier et deuxième. Je pense on a vraiment bien, bien marché. Donc là, effectivement, on a fait un stage de 3 jours, en Autriche avec, l'Allemagne, la Suisse, et l'Autriche. Donc l'occasion de faire des matchs, très, très grosse intensité. On a montré que, on était capable du meilleur comme, du un peu moins bon, mais ça fait partie du rodage. On savait qu'on allait là-bas pour tester, faire jouer, pour que tout le monde ait du temps de jeu. L'objectif, c'était vraiment que chacun ait le même nombre de jeux sur le terrain pour, faire de la vidéo, en fait. Mais par contre, voilà, on a montré que quand on a perdu, par exemple, le match contre la Suisse, le 1er match, et on a fait 2-3 ajustements et le suivant, on gagne et on met merci roule, tu vois? Donc je pense que cette équipe avec un peu de coaching et enfin un peu de scouting, pardon. Tu scoutes un peu, on sera prêt pour l'Euro. Que j'y sois ou que j'y sois pas, je suis sûr que cette équipe à l'Euro, elle va faire très, très fort. Et justement, tu disais qu'il y avait beaucoup plus de stages cette année, qu'il y a un peu plus de moyens qui ont été mis par la fédé, parce qu'on rentre dans un cycle olympique. Toi, tu as vraiment vu cette différence dans comment se passaient les sélections par rapport aux années précédentes et depuis, 2021 que tu as commencé les sélections? Et il y a effectivement eu un step up, une professionnalisation dans le processus. Déjà, on a accès à des super lieux. On s'est entraîné à l'INSEP plusieurs fois. On a ensuite eu, l'Atletica à Aubonne, qui était l'ancien, camp d'entraînement des États-Unis, pour les JO. Donc des lieux qui, voilà, qui sont faits pour les sportifs avec, des équipements, que ce soit le terrain, que ce soit le logement, la nourriture, pour, justement accompagner. Donc déjà ça, c'est un 1er gros investissement qui a été mis en place. Et après c'est aussi dans le processus, on a accès à un préparateur, physique sur toute la saison, avec un suivi de séance, du niveau de fatigue et pour ajuster. On a des programmes personnalisés en fonction de nos performances. Si tu as besoin de gagner plus en vitesse, plus en changement de direction et cetera, on a nos programmes personnalisés.
On a un préparateur mental qui nous accompagne, on a le suivi médical, et après, bah, tous les entraînements aussi ont monté en termes de niveau, d'intensité. On fait beaucoup plus de tests pour mesurer la progression des joueurs, du 40 yards, test, tel test, broad jump, etc. Tu as des stats qui sont sortis à chaque stage, le nombre de fois où tu as raté un déflagage, le nombre d'actions où tu es bien placé, tu as toutes les vidéos huddle. Donc chaque stage est filmé, tu as toutes les vidéos à la sortie du stage. Donc voilà, il y a vraiment eu une professionnalisation qui rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en marche. Et on sait qu'il y a des nations qui ont mis les moyens avant parce qu'elles avaient peut-être plus de budget, comme l'Allemagne ou ce genre de choses, ce genre de nations. Mais nous, on a le talent. Et si on arrive à justement capitaliser là-dessus, même si peut-être en termes d'organisation, on arrive avec 1 an, 2, 3 ans de retard, si on arrive à capitaliser sur le talent qu'on a, je pense que on sera prêt. Et le head coach de l'équipe de France, Monsieur Laruelle, tu le connais bien? C'était aussi ton coach au Juggernauts? Est-ce Exact. que c'est un avantage ou pas? Non, pas vraiment. Je le connais bien, donc effectivement, c'est toujours un plaisir de le croiser, et cetera. Mais par contre, c'est quelqu'un qui arrive à faire la part des choses et dès qu'on passe en processus sélection, bah, il y a pas de copinage, quoi. Il est assez droit, il est droit là-dessus, donc il me le disait à l'époque où j'étais au Mousquetaire, il me disait clairement, bah, il faut que tu fasses un choix et parce que tu pourras pas forcément faire les 2, les compétitions tombent en même temps que match, et cetera. Donc là, ça c'est vraiment, c'est Alex le sélectionneur et Alex, mon ancien Non. coéquipier, ancien coach. Et alors, cette année, comment vous faites? Parce que donc, tu as Saïd Salazar qui était le coach de la défense, qui a ramené une énergie, un playbook et quand donc il est parti, il s'est fait débaucher par l'équipe d'Allemagne, pour être, responsable des équipes là-bas. Ouais. Donc là, depuis cette année, vous avez pas encore de coach défense. Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est Thomas qui gère, la défense. Thomas Chaki? Ouais, Thomas Chaki, qui gère la défense et du coup, on est parti dans la continuité de ce qu'on avait fait, avec Saïd. Donc on a conservé, une bonne partie du playbook. L'idée, c'était de continuer à capitaliser sur ce qui avait marché, et de construire à partir de ça et d'essayer justement de garder cette énergie qui était ressortie d'une équipe un peu conquérante, en défense ou en tout cas, qui faisait douter les attaques. Je pense qu'on essaye justement de capitaliser là-dessus. Bah, c'est vrai que, bah, le départ de Saïd, il était regrettable. Je pense que c'était un bon coach et il a apporté une très, très bonne dynamique. Mais bon, après, ce qui arrive, arrive et nous, ce qu'il faut qu'on arrive à se concentrer, c'est comment on est capable de rebondir de ça et de montrer qu'on est capable. Et du coup, c'est Shaki qui appelle les jeux en défense? Ouais, Et alors, tu en avais parlé tout à l'heure des World Games, en Alabama. Cette année, c'était les World Games en Chine, ouais. mais c'était uniquement pour les équipes féminines. Toi qui as déjà eu cette expérience de World Games et qu'en plus de ça, l'année dernière, vous finissez 5e au championnat du monde, donc vous auriez été qualifiés pour les World Games, s'il y en avait des masculins. Tu pas été trop déçu que, il y avait pas les 2 sexes qui étaient représentés? Si, j'aurais bien aimé, forcément, quand tu sais qu'il y a les War Games, et l'expérience qu'on avait eue, tu te dis, «J'aimerais bien y retourner». Après on savait avant la compétition que ça allait être, que les filles. Hem et c'était, à la base, les War Games, normalement, ils sont là pour les sports qui ne sont pas aux JO. Donc on s'en doutait qu'à partir de l'annonce, du flag aux JO, on risquait de plus être aux War Games parce qu'il y avait plus trop de raisons de montrer. Donc si, forcément un peu déçu. Par contre, les choses sur lesquelles je suis vraiment très content, c'est, la médiatisation du flag. Je pense qu'ils ont fait un bel effort sur cette compétition au niveau des caméras, des angles, les commentateurs et je trouve que ça a vraiment été une réussite et je pense que c'est vraiment une, heu, une bonne chose pour le flag et pour, la suite à elle. Je pense qu'ils ont montré que le flag, ça pouvait être très dynamique. Quand c'est bien filmé, c'est très agréable à regarder. Heu, Et les genoux. les appels au niveau des arbitres, ça prend pas beaucoup de temps, le jeu il est fluide, et donc je pense que c'était très positif là-dessus. Donc, ouais, déçu
personnellement de pas y être, mais très content de ce qu'ils en ont fait. Je pense que c'était beaucoup plus réussi que 2022 au niveau de la caméra Genre, et du tout ce bah, qui est autour. déjà, tous les matchs ont été retransmis, ce qui n'avait pas été le cas en 2022. On se souvient du, stream pirate, du, du frère de Fanfan Exact, qui d'un coup avait eu, 10 000 followers mexicains. c'est vrai. Mais donc ça, c'était cool et c'est vrai que pour ceux qui ont regardé, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment super agréable, même si c'était un peu tôt le matin. Et bon, bah, écoute, hein, maintenant, si tu veux revivre, ça et en plus aux États-Unis, il y a quelque chose à faire en septembre, hein. Est-ce qu'on y croit à une nouvelle sélection pour toi? Moi, j'y crois en tout cas. Libre libre aux gens de croire en moi ou pas. Mais non, non, j'y crois. En tout cas, j'ai mis les moyens pour cette année. C'était pas forcément, quand j'ai commencé les camps, c'était pas forcément mes meilleurs camps. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit moment de stress, mais je trouve que j'ai bien rebondi sur les derniers. En tout cas, personnellement, je pense que j'ai fait des bonnes choses. J'ai montré que j'en avais encore dans les jambes et cetera. Donc je suis content de ce que j'ai montré. En tout cas, je pense avoir fait ce que je pouvais faire. Donc j'aurais pas de regrets si jamais je suis pas dedans, mais j'espérais toujours. Et tu disais justement que tu t'étais remis au foot US, au flash pour continuer à t'entraîner. Mais tu crois pas que ce côté au foot US d'avoir beaucoup plus de contact et de violence, ça, parfois, ça peut plus t'amener à faire des fautes au flag et donc te desservir? Ouais, effectivement, je pense que, il faut trouver, alors j'ai l'avantage d'être pas le joueur le plus, agressif au foot US. Donc là-dessus, je pense que ça mine de rien, on temporise un peu. Mais non, effectivement, après, il y a des fois où je suis un peu plus, en contact sur les receveurs, avec les mains et cetera. Mais mais je pense que, ça me fait pas faire de fautes. C'est pas faire du foot US qui me fait faire plus de fautes. C'est vraiment être capable justement de faire le switch en se disant: «Bah, comment je peux, jouer justement pour pas avoir à utiliser mes mains?» Donc tu vas être plus résistant sur les contacts. Peut-être que des fois sur les déflagages, tu arrives un peu plus agressif. Ça m'est arrivé de descendre un peu trop vite sur un déflagage. Mais je pense pas que ça me fait faire des fautes plus que quelqu'un d'autre. J'arrive à me maîtriser là-dessus pour faire attention, justement. Et alors, tu as vu comment ça a évolué le flag ces dernières années avec notamment les JO qui ont été annoncés. Toi, tu le vois comment le flag dans les 3 prochaines années? Tu le vois comment évoluer Ouais, je pense que avec les JO? ouais, le flag, il va vraiment prendre son essor. Si on fait une très, très belle coupe d'Europe, je pense que le flag, il va vraiment prendre il va vraiment prendre son émancipation du football américain et on va plus avoir, ce côté de, je fais du football américain et je m'amuse un peu au flag. Ça va être vraiment genre le flag maintenant, il faut que tu te dédies à ce sport parce que les 3 prochaines années, elles sont vraiment focus Jeux olympiques et s'il y a un moment où il faut que tu fasses une aparté et s'il y a un moment où quelqu'un doit prendre une décision et que le flag, c'est important pour cette personne, bah, je lui conseille de vraiment se concentrer au flag sur ces 3 prochaines années parce que on va capitaliser sur, tout ce qui est mis en place. Le niveau, il va augmenter. Forcément, les joueurs, ils vont essayer de se challenger. Il y aura beaucoup plus de compétitions aux tournois internationaux et cetera. On va profiter de cet essor. Je pense que la NFL met un paquet. Il y a eu plusieurs stages qui ont été organisés en France. La NFL Flag, ils sont venus. Eux aussi, ils ont envie de développer ça. Il y a, pour les jeunes, l'opportunité de partir à Orlando. Je pense il faut sur ces 3 prochaines années, il faut en profiter, il faut surfer au maximum dessus, attirer un maximum de personnes, pour que, justement le sport après il soit périn et que, si malheureusement on n'est pas aux JO en 2032, bah, que malgré tout ce soit pas un effondrement du sport par la suite, mais que justement ça continue. Et puis, tu participes aussi toi-même un peu à ce développement du flag, parce que tu as pris un rôle, au sein de la fédération française. Il y a eu un nouveau bureau et donc tu as pris ce rôle-là de représentant des athlètes de haut niveau. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste exactement? Exactement et ça on a la chance, c'est parce que le flag étant au JO, du coup, on a, le flag, peut être représenté,
par ces fameux représentants des athlètes de haut niveau. Donc avec Lucie, on s'est présenté, on a été élus. On est accompagné dans ces missions par notamment Adrien Darmanin. Et c'est notre objectif, enfin en tout cas notre mission, c'est d'apporter de la connaissance et de l'accompagnement à tous les athlètes de la fédération. Que ce soit pour les informer de nos droits et nos devoirs. Donc on essaye de relier toutes les informations sur les droits au financement, les droits de reconversion, tous les webinaires qui sont organisés par l'Agence nationale du sport ou les différentes. L'objectif, c'est voilà d'informer tout le monde et en même temps de voir comment on pourra les accompagner dans les années futures. Donc on a aussi fait un sondage pour essayer de voir qu'est-ce qui importait aux gens, quelles étaient les préoccupations des athlètes pour qu'on puisse au mieux les représenter. Et en parallèle de ça, on a la chance du coup d'être au bureau fédéral de la fédération, donc de pouvoir justement prendre part aux décisions, de représenter les athlètes dans ces décisions pour s'assurer que ce qui est fait va dans le sens du développement de la fédération, mais aussi en lien avec les athlètes de haut niveau. Et ça se passe bien? Tu te sens écouté pour les athlètes de haut niveau? Oui, oui, je pense qu'on a un bon relationnel avec le bureau, donc ça se passe bien. On est encore en train de se chercher. Forcément, on a été élu en tout début d'année, donc on se découvre un peu là-dessus. On a la chance de pouvoir se discuter avec tous les athlètes, les représentants des athlètes, des autres fédérations, donc de la natation, du judo, du golf et cetera et de pouvoir justement voir avec eux comment eux gèrent, leurs athlètes, comment ils communiquent avec eux, quelles sont leurs principales préoccupations, ce genre de choses. Donc c'est aussi ça qui est positif. Donc on est élu pour 4 ans. Notre objectif, c'est que au bout de ces 4 ans, on ait pu accompagner un maximum d'athlètes, pour leur, pour les accompagner, voilà, sur leurs sujets principaux de préoccupation. C'est quoi les préoccupations principales d'un athlète de haut niveau de flag? Alors principalement, ça va être, sur, tout ce qui va être, support financier, comment ils peuvent, avoir des aides, par exemple. Donc, que ce soit les aides via leur région, que ce soit des aides, via, des contrats d'insertion professionnelle, donc pour leur libérer du temps, sur leur temps de travail, par exemple, peuvent être libérés par leur entreprise, pour aller faire des compétitions, pour aller faire des stages sans, impact sur leur paye. Donc tout ça, c'est des processus qui sont mis en place pour accompagner les athlètes et sur lesquels on n'est pas forcément, tous au fait. Donc le but, c'est d'essayer de voir si on peut accompagner les différents athlètes en les informant sur ces aspects-là. Puis il y a tout ce qui va être, la reconversion, des athlètes qui auront dédié une grosse partie de leur vie à ce sport, qui auront un statut et comment derrière, ils peuvent, faire valoir ce statut pour, les accompagner sur des formations, ce genre de choses. Donc vraiment l'aspect un peu socio-professionnel, c'est la principale, interrogation des athlètes aujourd'hui. On À la sortie des World Games, on était tous super contents d'avoir notre statut de sportif de haut niveau. Mais pour être franc, on savait pas du tout ce que ça voulait dire et ce que ça pouvait, nous apporter. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Comment je peux l'utiliser au maximum pour continuer à progresser et être, le plus performant possible pour mon sport et la fédération? Pour être, considéré comme athlète de haut niveau, il faut faire partie de quoi? Du groupe de 12 sélectionnés pour un championnat? Ou faut faire partie du grand groupe France? Hem, il faut faire partie du groupe des 12 sélectionnés plus les réservistes, si je ne m'abuse. Le statut, en fait, il vient aussi du fait que le sport est reconnu. C'était à l'époque, tu pouvais faire partie des 15 ou des 12 joueurs de l'équipe de France, mais le sport n'était pas reconnu et les performances de l'équipe de France n'étaient pas suffisamment hautes pour que, ce soit reconnu comme un sport de haut niveau. Donc c'est la reconnaissance du sport de haut niveau plus ta sélection en équipe de France qui fait que derrière tu peux être proposé aux listes, ministérielles, de sportifs de haut niveau. Et après tu as différentes catégories, en fonction de tes performances, dans l'équipe, enfin de l'équipe. Tu peux avoir différents statuts donc, les gens qui seront dans le groupe élargi peuvent avoir par exemple un statut, de collectif France, par exemple, qui n'est pas un statut de haut niveau, mais déjà qui commence à te dire que tu fais partie des personnes et puis après en fonction, tu peux avoir
des statuts vraiment de haut niveau, élite, senior. Et en fonction de ça et de là où tu habites, tu peux avoir, différentes aides de ta région, ton département, qui peut représenter plusieurs milliers d'euros, non, par an? Exactement, ouais. En fonction des régions, tu peux avoir plus ou moins de support. Donc effectivement, ça c'est assez lié à ta région et aux efforts qu'ils mettent en place, pour accompagner les athlètes, Et ouais. toi, en Île-de-France, tu as combien toi? Alors en Île-de-France, il y a effectivement, il y a plusieurs aides. Nos aides, elles sont, il y a eu des aides à l'occasion des JO, pour accompagner justement tous les athlètes en préparation des JO et il y a des aides à nouveau qui sont mises en place et c'est des aides qui sont, qui sont en contrepartie d'un investissement de l'athlète dans le développement du sport en France. Donc on doit participer à des activités, donc on a participé à des animations dans des lycées, par exemple, où on passe des après-midi à enseigner le flag football, à faire des événements, pour justement pas seulement faire parler de notre sport, mais faire parler du sport en général aux jeunes et leur dire, bah, que le sport, c'est aussi un vecteur de réussite. C'est pas forcément juste un défouloir. On peut faire des belles choses à travers le sport. Donc voilà, donc on a ce rôle, en fait, d'ambassadeur du sport, au sein de la région Île-de-France. Et donc toi, tu as touché combien, en tant qu'athlète de haut niveau, grâce à la région Île-de-France? Pour l'instant, cette année, j'ai rien touché. J'attends, j'ai, comment on dit? J'ai, postulé pour être, ambassadeur, des ambassadeurs, mais ça c'est plusieurs, c'est ouais, c'est quelques milliers d'euros pour une année. Donc une sélection dans les 12 ou non, ça peut quand même avoir un impact financier de 5 000 10 000 balles, quoi. Ouais, un peu moins quand même, mais oui, c'est ça. Enfin, ce qui est important de se rendre compte, bon là, on parle d'argent, donc du coup, ça va intéresser les gens et les gens, ils vont se dire, «Ah ouais, c'est trop bien, il faut que je sois un athlète de haut niveau». C'est aussi, de l'argent qui est investi en fait, dans ta préparation en fait. C'est pas, quelque chose qui tombe sur ton compte bancaire pour t'acheter le nouvel iPhone. C'est, des séances de kiné, c'est des séances d'ostéopathe, c'est des séances de massage de récupération, c'est de l'investissement dans, du matériel, dans la salle de sport, dans un coaching, dans de la nutrition, des compléments alimentaires, manger sainement, aller chercher des bons aliments, ce genre de choses. Donc en fait, tout ça, c'est voilà, c'est pas simplement, c'est cool, j'ai touché quelque chose, c'est vraiment, qu'est-ce qui me permet d'aller plus loin, quoi? Qu'est-ce qui ça, il faut penser à ça, c'est mon aide, elle me sert à quoi? Elle est censée t'aider à aller au-delà de ce que tu ne pourrais pas faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent. Moi, je fais mes comptes, on dépense beaucoup d'argent pour le sport, donc je compte, bah, ce que j'achète, mes compléments alimentaires, je compte, mes séances de kiné, je compte, voilà, mes séances de massage, ce genre de choses et à la fin de l'année, ça représente un budget pour être capable, d'être à 100 pour mes stages, pour, mes sélections, ce genre de choses et donc tout ça, mis bout à bout, ça représente un sacré budget et ces aides, bah, elles ne comprennent pas la totalité de ce budget, en fait. C'est qu'une partie de ce budget parce que aller faire des compétitions à l'international, bah, ça coûte de l'argent et c'est aussi pour justement te préparer au meilleur niveau, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est bien, ça fait rêver quand on voit un chèque, on se dit: «Waouh, il gagne de l'argent, c'est beaucoup», mais il faut savoir que cet argent, il est dédié à ta performance, quoi. Par contre, ce qui est dur, c'est que autant la personne qui sera juste à la limite d'être réserviste, mais qui est dans la liste de 20, mais qui sera pas dans la liste de 12 plus réservistes, elle aura pas cette aide, alors que peut-être elle fait le même investissement qu'une personne qui est prise dans la liste. Exact et ça c'est la difficulté du sport et c'est là où je suis content que justement la fédération elle ait mis les moyens pour nous accompagner pour que justement nos stages, ne nous coûtent pas d'argent et que chacun puisse, justement sur ces aspects-là, ne pas être privé, ou pénalisé parce que, ça coûte cher. Donc déjà c'est une première étape mais effectivement après, bah, tu fais beaucoup d'investissements qui ne sont peut-être pas, payants, ou en tout cas qui sont des impacts, je pense que ça reste assez précaire malgré tout le sport en France et pour tous les athlètes et quelle que soit la discipline, et donc ça fait partie du «jeu» entre guillemets malheureusement. On va changer de sujet, on va pas tarder à finir, mais, heu, tu as dit aussi
tu as un rôle de coach assistant dans les équipes jeunes de Fly, notamment, U10. Comment tu es arrivé là-dedans et ça représente quoi pour toi, le coaching, comme ça de jeunes? Effectivement, donc coach assistant U17, je suis arrivé un peu par hasard, pareil, pour filer un coup de main. On m'a demandé si je pouvais venir aider, j'ai dit avec grand plaisir. Et puis ça s'est bien passé. J'ai eu, je pense, des bons retours. On a apprécié la manière dont j'avançais. Les coachs titulaires ont apprécié ce que j'apportais et donc ils étaient très contents que je puisse continuer de les accompagner. Donc là, les jeunes se préparent justement pour la Coupe d'Europe qui aura lieu début septembre en Autriche, à Innsbruck. Et je crois qu'ils partent la semaine prochaine ou ce week-end ils partent. Et pour moi c'est super important en fait. C'est être capable de donner tout ce que j'ai appris aux jeunes. C'est ma side mission, c'est ma quête annexe. Parce qu'en fait, eux, ils arrivent avec, déjà, ils ont moins de 17 ans, moins de 15 ans pour certains. Ils ont déjà 3, 4 années de flag. Moi, j'ai commencé à 18 ans. Je me dis si eux, à cet âge-là, on arrive à leur donner tout ce qu'on a réussi à apprendre au fur et à mesure des années, c'est un gain de temps incroyable pour faire monter le niveau en France. Et il faut pas oublier que ces jeunes-là, la plupart, en tout cas j'espère la plupart, finiront en équipe de France senior et continueront le flag. Et même s'ils finissent pas en équipe de France, mais qu'ils ont acquis cette expérience, et ben quand ils iront dans leur club ou qu'ils continueront le flag dans d'autres endroits de la France, bah, ils pourront apporter quelque chose en plus. Et donc en fait toute cette transmission au final, elle est importante non seulement pour faire élever leur niveau, parce que ils ont les capacités et ils peuvent aller très loin, et en même temps pour continuer à faire rayonner le flag en France. Donc c'est pour ça que je le prends, enfin j'aime beaucoup faire ça, dès que j'ai le temps, dès que j'ai un week-end de libre, j'y vais. Même quand j'ai pas des week-ends de libre, la dernière fois j'avais un match, avec, le Flash, le samedi soir et ben le dimanche matin à 5 heures, j'étais dans le train pour aller à Rennes et faire, 2 jours de camp avec les jeunes pour les accompagner. Et voilà, dès que je peux, bah, je prends le temps, et même si ça me coûte un peu d'argent, bah, c'est pas grave parce que je sais que derrière, tout ce que je peux leur transmettre, et s'ils arrivent à l'acquérir, c'est du bonus pour la suite. Est-ce qu'on va te voir à Innsbruck alors? Bah, j'aurais bien aimé, malheureusement ça va être un peu compliqué avec la préparation, et les jours de congé à prendre, mais j'aurais bien aimé. Je pense que je vais malheureusement, regarder ça depuis chez moi. Tu parlais du fait que justement tu aimes transmettre ça aux jeunes, mais est-ce qu'on pourrait te voir, coach, senior peut-être, en 2025, tu vois? Enfin 2029 par exemple? En 2025, aïe. Bah, écoute, c'est possible, hein. C'est ouvert, Aïe, aïe, aïe. c'est ouvert. Pour l'instant, j'ai encore un peu de jus, donc j'essaye de de continuer à montrer que j'ai ma place sur le terrain, mais clairement, je pense que si si, si les gens, pensent que j'ai les capacités, ce sera avec très grand plaisir que je coacherai en senior éventuellement. Du coup, tu l'as dit, un peu plus tôt, tu es aussi ingénieur dans la vie de tous les jours, ce qui est assez rare quand même en équipe de France parce il y a beaucoup de coachs sportifs, enfin ou en tout cas des métiers qui permettent d'avoir un peu du temps libre pour la journée, pour la prépa physique, la prépa mentale. Comment toi tu fais pour allier un travail comme ça, donc un travail de cadre supérieur avec des horaires de bureau, en plus à Paris, donc souvent 9-19 avec le sport de haut niveau? Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que, pour un emploi de bureau, on perçoit pas forcément l'intérêt, pour l'employé de faire du sport. Enfin, ça n'apporte pas forcément des compétences, particulières, donc les managers le voient pas forcément comme un atout. Mais j'ai eu pas mal de chance parce que j'en ai tout souvent parlé, en fait, avec mes managers, mes collègues et cetera, et j'ai toujours été très ouvert sur ce que je faisais, le temps que ça me prenait et cetera. Et donc j'ai quand même eu, du soutien, et j'arrive à me libérer du temps, donc souvent les pauses midi, heu, j'arrive à aller faire, ma séance de sport ou aller à la salle ou ce genre de choses, donc sur l'heure du repas, donc c'est vrai que ça me prend quand même une grande pause, mais mais ça se fait. Après sinon c'est, le matin, j'essaye de me réveiller plus tôt le matin, donc c'est un peu plus difficile, mais d'aller à la salle avant le travail.
ou le soir quand il y a pas d'entraînement. Mais c'est vrai que c'est quand même une organisation parce que, automatiquement, quand tu as 5-6 séances par semaine, bah, si tu peux pas en faire une le soir, parce que, je sais pas, tu vas voir quelqu'un, tu vas manger ou au cinéma ou ce genre de choses, bah, du coup, faut que tu la cales le midi ou le matin. Donc, c'est pas évident, ça demande beaucoup d'organisation. Et après, bah, c'est juste, il faut que tu trouves un moyen de rattraper le temps perdu, entre guillemets, que tu passes à t'entraîner. Donc, mais moi, j'ai de la chance. Mes managers sont assez compréhensifs là-dessus et donc, ils m'ont pas trop embêté quand je devais partir tôt pour aller à l'entraînement ou si je suis pas là le midi, entre midi et deux, je les préviens que je serai à la salle, ce genre de choses. Donc ça va, j'ai quand même de la chance là-dessus. Et évidemment, tous tes congés, ils partent pour le flag. Et par contre, effectivement, tous mes congés, bah, c'est ça. Quand tu partis aux États-Unis, c'est une semaine de congé. La compétition, c'est une semaine et demie. Les camps d'entraînement, bah, des fois, il faut prendre un jour par-ci, un jour par-là pour partir en avance, ce genre de choses. Donc, heureusement, on a beaucoup de jours de congés en France, mais c'est vrai que souvent, les congés sont faits pour se reposer. Ce qui est pas forcément le cas quand on fait du flag. Le repos est plus ou moins modéré, quoi. Le mot repos est assez vaste. Oui, je me repose du travail entre guillemets, mais c'est une autre fatigue, c'est une autre concentration. C'est pas relaxant au bord d'une plage, les pieds dans le sable, malheureusement. Merci, on va passer sur nos deux petits segments de fin que j'ai préparés pour toi. Le premier, c'est un petit quiz de réponse rapide, donc avec deux choix. Il faut que tu fasses Ok, le choix. QB ou receveur? receveur, Receveur DB, ou DB? Marquer un TD ou faire une faire une interception? interception, Se prendre un catch sur la tête ou se prendre un move et rater le flag? se prendre un move et rater le flag. Là, je parle à ton côté coach. Appeler un jeu parfaitement exécuté pour une interception ou la faire soi-même en joueur. La faire soi-même. France ou Québec? France. Dragon ou Flash? Ah, celle-là, elle est dure, hein. On n'a pas de joker. Dragon, Juggernaut ou Juggernaut. Juggernaut ou équipe de Ah, France? équipe de France. Ça m'a bien sorti. Bon, maintenant, on va passer sur les questions Et des fans. c'était pas facile quand même, hein. Bah écoute, ça va, t'as été quand même assez Je rapide, assez sais. honnête. Question des fans. Première question. Le top 3 des receveurs contre qui tu as joué En flag. en flag? Tanguy, ouais. Lominet, Scott Harrison et François Bremont. c'est quoi ce qui les rend difficiles à jouer contre? Pour Tanguy, il est extrêmement rapide et très très rapide sur les changements de direction. Donc c'est le moindre faux pas, le moindre mauvais step, automatiquement t'es déjà en retard et c'est dur de rattraper Tanguy. Scott, il a des très très bonnes mains et donc peu importe où la balle va être placée, il arrivera toujours à l'attraper. Donc ça te demande d'être vraiment collé à lui, de l'embêter, etc. Et en plus de ça, il a vraiment une aisance dans ses déplacements. Donc il arrive vraiment à être shifty. Euh, et Fanfan, il est rapide et surtout il va te faire des catchs acrobatiques. Donc en fait, même quand tu penses que la balle elle va pas être elle va pas être apportée, il va plonger, il va sauter, il a la détente pour. Et c'est des receveurs pas évidents à couvrir dans les stages. T'aimes pas trop être face en contre Et 1. à l'inverse, le top 3 des DB avec qui tu as joué? Wadji Saïd, Adrien Darmanin et Romain Miel. Et eux, pourquoi tu les choisis? Wadji, c'est pour sa technique et il a une technique tellement pure qu'il arrive à être extrêmement rapide dans ses changements de direction et à contrer quasiment tous les tracés receveurs. Les double moves, les cuts 1, 2, il arrive à être très très vif dessus. Adrien et Romain, c'est leur vision de jeu. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils font du flag. Ils ont une grosse confiance en eux et une bonne vision du jeu. Donc
Ils arrivent à se placer au bon endroit, à anticiper le jeu et à faire des big plays. Donc c'est leurs atouts. Ah, quoi? Ça laisse d'autres Qu'est-ce qu'il y bons a? DB que j'aurais bien aimé sélectionner. Ouais, bah, écoute, tu vous régleras ça en privé. Autre question, comment tu fais pour être aussi fort et BG à la fois? Ça, je pense que beaucoup de muscu. Et après, merci mes parents, hein. C'est eux qui m'ont donné le reste, hein. Le reste, ça, j'essaye de le cultiver, mais bon, un peu de crème de jour, un peu d'huile pour les cheveux, et puis voilà, hein. Une bonne alimentation. En vrai, une bonne alimentation, ça fait la diff. Autre question, du coup, flag first ou pas l'année Flag prochaine? first. Il y en a qui vont Ouais, t'attendre, là, hein. C'est ça. Là, c'est pas une question, mais c'est un message de remerciement qui te dit, merci pour le coaching EDF U17. ça fait plaisir. Merci, merci à cette personne. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait tes secrets de beauté, donc je crois que tu les as donnés. Crème de jour, huile pour les cheveux. Alimentation, manger bien. Ta préférence entre Superman ou Captain Superman. America? Qui te fait le plus picorer dans le monde du flag? Et c'est mon ami Anthony Riquin, ça. Ça, il aime bien. Ça veut dire quoi picorer? Et picorer, c'est quand tu tombes dans le panneau un peu. Moi, je suis assez candide, assez naïf, ce genre de choses. Donc, je me fais souvent avoir, C'est ouais, souvent par souvent par Anthony, du coup. Anthony, ouais. Comment structurer le flag football? Attends, c'est une question sérieuse. Comment structurer le flag football pour que les pouvoirs publics nous prennent au sérieux? Oula, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Je pense que la structure du flag football, bah, elle va passer par nos compétitions, la manière dont on organise la Coupe de France, le championnat. Je pense que là-dessus, on est plutôt bien organisé. En tout cas, les finales donnent envie quand il y a des gens qui viennent les voir, elles donnent envie. Après, il y a les un peu qui vont nous permettre de d'avoir plus de visibilité. Ça va être les équipes de France, les équipes jeunes, les tournois jeunes qu'on organise. Et après, ça passe par un peu tout le monde. En fait, c'est être irréprochable sur le terrain. Quand on se présente en tant qu'équipe, avoir tous le même maillot, le même short, les mêmes flags, ce genre de choses. En fait, c'est notre représentativité aussi bien dans les instances importantes comme la fédération, les équipes de France, etc. Mais après, la représentativité de tous les joueurs sur toutes les compétitions. Et on néglige un peu ça, mais en fait, tu fais une journée de compétition pour peu qu'il y ait un élu qui passe ou quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui voit du flag, s'il voit que c'est n'importe quoi, c'est pas la même chose que s'il voit quelque chose de très structuré, très plaisant, et il va en parler, il va dire tiens, j'ai vu un nouveau sport, et ainsi de suite, de bouche à oreille, ben ça a une portée positive alors que ça peut avoir une portée négative. Donc voilà, je pense que c'est un tout, et ça passe aussi bien par les instances que par les joueurs de flag que nous sommes. Très bien, merci. Dernière question des fans. Je vais essayer de le faire avec un peu d'énergie. Are you not entertained? Ça c'est une bonne punchline à lancer. Je recommande. Ça crée la hype, ça met la clim dans les stades. Tu la lances dans quel moment ça? Et ça faut la garder à un bon moment, à un moment clutch. Euh, de préférence quand tu stoppes une attaque et si possible quand tout le monde est contre toi. Ça marche bien. Tu l'as sorti beaucoup de fois dans ta carrière? Ah, je l'ai pas sorti beaucoup, hein. Je crois que Glasgow c'était le pic, c'était la meilleure. Tout était réuni. Personne qui C'est était. la légende. Non, c'était vraiment le meilleur. Et on pouvait pas rêver mieux, ouais. Ça marche, merci. Ben écoute, dernière question pour moi. Tu la connais, je la pose à chaque fois. Si tu as une proposition de personnes à interviewer, un homme et une femme, ça serait qui? Ouais, c'est vrai que je la connais à chaque fois et je l'ai pas préparée. C'est vrai que ça, je la connais, je l'ai pas préparée. Je pense que en fille, je sais pas si tu as interviewé, et je crois que non, tu l'as pas interviewé, Elisa Dos Santis.
Elle a vraiment des choses très intéressantes à raconter et elle a surtout, avec son rôle d'ambassadeur, NFL, elle a fait plein de choses intéressantes. Elle est récemment allée, en Chine pour faire des camps d'entraînement pour les jeunes. Je pense que ça pourrait être assez intéressant de découvrir ce côté-là du flag, les choses qu'on voit pas forcément ou qu'on voit que par les réseaux sociaux et qui ont une portée assez imp donc ça, je pense que c'est une OK. bonne personne. Ouais, non, c'est pas encore fait, mais on s'est raté plusieurs fois, Ça mais va se faire? ça va OK. arriver. Et puis les hommes? Les hommes, bah, moi, je propose un truc. Je pense que ça pourrait être intéressant de pas forcément aller côté joueur, mais d'aller plutôt côté staff. Que ce soit, peut-être, Jonas, notre kiné, qui pourrait te raconter un petit peu, toute l'évolution qu'il voit du côté, staff médical, par exemple. Je pense que ça pourrait être intéressant, voilà. OK. Et on parle de Jonas, c'est bien, mais qu'est-ce que tu penses du big boss? Le big boss, monsieur Mohamed Kutne. Ça peut être aussi une bonne option, ouais, j'ai pensé à Jonas heu, parce qu'il Il parle fait mieux des français. miracles avec ses mains à chaque stage ou à chaque compétition. Mais c'est vrai que Momo, lui, il a toute la vision et il est là depuis très longtemps, au sein de la fédération. Donc, je pense qu'il il aura sûrement pas mal de choses à dire, potentiellement des anecdotes, assez sympas. Donc, bah, ça va un peu ça va un peu c'est en lien, quoi. Je pense que c'est intéressant d'aller voir un Voilà. peu du staff. OK. Bah, écoute, ouais, c'était aussi une idée que j'avais. On verra si ça se fait. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, cet épisode, pour cette interview, Vincent. On te retrouve du coup, bah, très vite sur le terrain et j'espère, le plus vite possible, ce serait en septembre. Et puis bon, on croise les doigts pour toi. Merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui suivent, le podcast. J'espère que les vous serez contents de découvrir mon parcours et que mes réponses, à vos questions, vous ont convenu. Allez, merci beaucoup Vincent. Merci. Ciao. Salut.